Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette première émission du Catalan Rugby Club. Voilà, c'est une émission que j'ai décidé de créer étant supporter de l'USAP et des Dragons. Voilà, premier podcast vidéo. Donc le but en fait de cette émission, c'est vraiment de proposer une émission hebdomadaire par la suite. Pour cette première, j'ai la chance de recevoir du coup Monsieur Porcu, qu'on présenterait presque plus, ancien deuxième ligne emblématique de l'USAP, et bien sûr donc Thomas Bosc, voilà, qui est le meilleur buteur des Dragons catalans de l'histoire du club. Je ne crois pas que c'est changé, mais bon, ils nous en parleront du coup eux-mêmes. Eh ben, je vais commencer avec Monsieur Porcu déjà. Même si on vous connaît, est-ce que vous pouvez vous présenter? C'est un peu la rubrique là, présentez-vous. Je pense que vous avez la référence ici. Un certain Gabi du CS Sportif qui avait lancé ça dans les vestiaires, c'était assez sympa. Présentez-vous pour le derby contre Argelès. Bon, ça remonte à 2010-2011, mais bon, voilà. Je vais vous demander, voilà, qu'est-ce qui vous a amené de votre enfance à l'USAP? Mais tout d'abord, bonjour à tous et merci pour votre invitation pour cette première émission. Et donc moi, j'ai eu la chance de connaître d'abord le football. C'était pas une tare, mais bon, le football, et puis de basculer à partir de 18 ans dans le rugby. Donc j'ai commencé très tard, j'ai pas fait d'école de rugby, j'ai pas fait de tout ça, de formation. Donc j'ai commencé tard le rugby. J'ai commencé à Auch, en junior. Et après, avec mon gabarit qui était déjà quand même assez imposant, donc le foot s'était réglé, vu mon dynamisme, donc je suis parti sur le rugby et là, j'ai basculé de suite en équipe première sous la houlette de Jacques Brunel en 91. Donc j'ai fait 91-94 à Auch. De 94 à 2002, je suis parti à Agen. Et de 2002 à 2006, je suis venu ici à Perpignan, pardon. Voilà, donc après j'ai fait une petite reprise en 2008 parce qu'il y avait quelques blessés. Et après, terminé. Donc après, j'ai joué surtout après à Toreil, et qui était aujourd'hui la Salanque Côte Radieuse, joueur, dirigeant et à ce jour président du club de la Salanque. Ok, oui, parce que si je dis pas de bêtises, Jacques Brunel est également de la région près Jacques de Auch, Brunel et il me Doche semble. aussi, oui. Voilà, Doche aussi, ouais. il Ouais, me ouais. semblait bien. Ok, mais du coup, c'est dommage, vous êtes un peu raté pour 2009 du coup, parce que toi, tu partais, si je dis pas de bêtises, c'est un peu ça. Donc je les en remercierai jamais, hein, parce que Ah. on a eu la chance de finir moi-même sur une demi-finale à Marseille contre Montferrand, puisqu'on a eu quand même, il y avait eu 6 mois de championnat où ça a été très compliqué, ils étaient quasiment derniers. Et, et par le biais, mon retour à moi, puisque avec, quand vous jouez en Fédéral 3 et de passer en top 14 comme ça, c'est complètement différent. Mais avec connaissant le club et connaissant un petit peu les joueurs, donc on a remis un petit peu tout le monde dans le bon sens. Et à partir de là, on a fait une superbe fin de saison, qui m'a fini donc, de finir à Marseille contre Montferrand. Et l'année d'après, malheureusement et heureusement pour le club et pour eux, ils sont champions de France. Donc ça sera la cerise sur le gâteau pour eux. Ouais. Bon, de toute façon, ça change rien. Vous restez quand même, voilà, un personnage vraiment du rugby catalan, notamment bien sûr de l'USAP. Voilà, la combativité, enfin voilà, toutes les valeurs qu'on vous connaît. Donc bon, même si vous n'avez pas gagné le titre, ça n'enlèvera. Enfin, je pense que c'est pas seulement moi qui parle. Je pense que c'est les supporters lambda, n'importe quel Catalan, c'est qui est Christophe Porcu, quoi. Ça changera rien. Donc Ouais, peut-être, c'est sûr même, c'est sûr, mais bon, quand on vient de cette région déjà, on a un petit peu le goût, parce qu'on a chargé, avant de venir ici, on a chargé quand même, tu vois, quand tu viens avec Agen, je suis venu avec Auch et tout, on a passé de ça le moment. Et après, c'est le club et l'environnement qui te dit, ça c'est un club où c'est que tu pourrais essayer de jouer. Tu pourrais essayer de jouer, parce que ça correspond à ta personnalité, ça correspond à ton rugby, qui même aujourd'hui n'est plus le même sport, hein. Mais ça correspond à l'identité catalane, ça correspond un petit peu à mes valeurs aussi. Donc c'est pour ça que ça s'est très bien passé, malheureusement sans titre, mais bon, ça c'est autre chose. oui, c'est encore autre chose. Ok, ben, merci beaucoup. Du coup, toi, Thomas, bon, toi, profil complètement différent. Du coup, si tu peux te présenter un peu plus en détail pour ceux qui ne te connaîtraient pas suffisamment. Bonjour à toutes et à tous. Donc, oui, Thomas Bosc. Donc, moi, je suis plutôt côté 13. Ma famille, très 13 aussi. Donc, j'avais mon papa qui jouait, qui était éducateur aussi à Saint-Estève 13. Mon frère qui jouait et ma maman aussi qui s'en occupait. Donc forcément, à l'âge de 5, 6 ans, 6 ans, j'ai commencé par le rugby à 13 à l'école de rugby de Saint-Estève. Et j'ai fait toutes mes classes dans ce club. Et petit à petit, eh ben, voilà, j'ai évolué par catégorie.
jusqu'à arriver en espoir. Et c'était au moment où l'UTC, l'Union Trésiste Catalane, en 2000, a été créée par le président actuel Bernard Gouache. C'est lui qui a voulu réunir ces deux clubs, Saint-Estève et le 13 catalan, pour en créer qu'un qui est devenu par la suite les Dragons catalans. Donc moi en 2000 j'ai intégré le club, enfin les espoirs de l'UTC, qui s'appelait autrefois. Et après petit à petit j'ai fait encore mes classes. Je suis arrivé en 2004 avec l'équipe 1 de l'Union Trésiste catalane. Et après en 2006 j'ai commencé l'aventure Dragon. L'aventure Dragon qui est pour moi voilà, une super opportunité parce que on voyait un petit peu ce championnat de Super League avec des gros yeux et on se disait ça va être dur d'y arriver, de pouvoir rivaliser avec ses joueurs, avec ses clubs. Et petit à petit, on a réussi à se former et à rivaliser avec eux. Et donc j'ai fait 12 ans de carrière en tant que joueur. J'ai dû arrêter en 2017 à cause d'une blessure au dos. Mais bon, j'avais 34 ans et je pense que c'était l'heure de passer la main et de donner la chance aussi aux jeunes. Et ensuite, j'ai entraîné, j'ai été entraîneur assistant de 2018 jusqu'à 2024. Et voilà, maintenant je suis un peu plus responsable de la formation et du développement toujours dans le club. Il me semble, donc si je dis pas de bêtises, c'est ça, encore aujourd'hui, tu es le meilleur du coup buteur de l'histoire du club. Marqueur de points, oui. Marqueur de points, voilà. Donc puisque tu étais demi d'ouverture, mais aussi, il me semble, demi de mêlée, ça t'arrivait ailier. J'ai joué partout. Voilà, il me semble que tu étais bon, à l'arrière, a priori. J'ai été un peu le couteau suisse dans cette équipe. J'ai joué arrière, ailier, centre, demi d'ouverture, demi de mêlée. J'ai fait quelques apparitions en troisième ligne et j'ai fini talonneur. Ok, ça, en remplaçant un petit peu couteau suisse et qui pouvait rentrer un petit peu partout avec une priorité talonneur. Et c'est vrai que j'ai fini talon. Donc j'ai connu quasiment tous les postes à part pilier et deuxième ligne. Alors on va te dire, c'est avantage, inconvénient. C'est toujours bien de découvrir plusieurs postes pour apprendre encore un petit peu plus le rugby. Et après c'est vrai que c'est un inconvénient parce que bon, tu peux pas te fixer sur un poste et te dire voilà, il faut que tu travailles ça et progresser là-dedans. Donc c'est ce qui voilà. Moi j'ai joué tout le temps avec ça, plutôt cet avantage-là de connaître un petit peu tout, d'être un mec qui va distribuer le ballon, un mec qui va finir les actions. Donc ça a été une bonne expérience pour moi. Ouais, donc là on sent vraiment la passion, quoi, vraiment. Voilà, donc ton poste de prédilection, finalement, bon, tu as été notamment connu pour ça. Si je dis pas de bêtises, en 2008, tu es quand même le deuxième meilleur du coup buteur de Super League. Ouais, donc c'est pas rien. réalisateur, ouais. Et en plus de ça, donc tu as vraiment la passion du rugby à 13 de famille. Et puis même dans le jeu, ça pour le coup, non, j'avais pas souvenir que tu avais aussi dépanné à ce niveau-là. Et Christophe, toi, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui, donc tu t'occupes du coup tu gères la partie du coup Salanque à 15 côte. Comment ça s'appelle aujourd'hui La déjà? Salanque Côte Radieuse. Ok, Voilà. Salanque Côte Radieuse. Qui regroupe Canet, Toreil et Sainte-Marie. Voilà, donc Voilà. je suis le président depuis 4 mois. Voilà, il me semblait bien. Donc Voilà, je dis pas de bêtises. C'est ça. Est-ce que bon, vous connaissiez en arrivant, vous êtes dit quelques mots, donc quand même vous connaissiez déjà. La question du coup, c'est est-ce que vous suivez le club d'à côté? Christophe, est-ce que tu es déjà allé voir les Dragons quelques fois? Est-ce que ça s'est trouvé Mais bien sûr, déjà, ça fait partie, déjà quand tu es sportif, déjà, alors, après ici, il y a des personnes qui sont un petit peu chauvins, le 13 et le 15, mais quand tu es sportif et sportif de haut niveau comme on l'a connu nous, il n'y a pas de discipline, tu supportes tout le monde, tu vas voir tout le monde, tu encourages tout le monde, donc voilà, alors après il y a des moments qui font que tu peux suivre un peu plus ou un peu moins, mais bien sûr, premier supporter des Dragons, et en plus j'ai eu la chance moi aussi de travailler à la Maison Gouache,
Donc un 15iste chez un 13iste, je crois que ça a été rare aussi. Et voilà, et ça s'est très bien passé parce que c'est les valeurs que le président a et qui nous ressemblent à tous dans le milieu du rugby, que ce soit à 13 ou à 15. Donc premier supporter des Dragons aussi, bien sûr. Magnifique. Et toi, Thomas, du coup? Pareil, exactement pareil. J'ai eu voilà, la chance d'être allé à Aimé Gérald quelques fois et bien évidemment que je suis les résultats. Je regarde quasiment tous les matchs de l'USAP dès que je peux. Je suis l'actualité, donc je suis aussi un supporter de l'USAP. Il faut le faire, on est catalan et comme le dit si bien Christophe, quand on aime le sport, et surtout ici, quand on aime le rugby, que ce soit à 15 ou à 13, on aime ça et bien évidemment qu'on supporte. Après, nous, avec Christophe, on a peut-être aussi cette génération où voilà, on se côtoyait, enfin, je sais qu'on se côtoyait beaucoup, que ce soit les joueurs de l'USAP avec les Dragons, autour des années 2006-2010, par là, quand nous on a débuté. Et c'est vrai il y avait beaucoup de liens entre nous. Super. D'ailleurs, donc c'est ce que j'aime entendre, hein, c'est un peu, vous l'avez compris, je pense, le but du Catalan Rugby Club, vraiment, c'est de promouvoir le rugby catalan, donc centré autour de l'USAP, du coup, et les Dragons, pour que, bah, du coup, ce podcast puisse perdurer dans le temps. Je vais insister là-dessus, mais c'est très important. Le but, c'est également de suivre l'actualité, donc c'est-à-dire de faire les après-matchs, etc. Pour ça, c'est très important que vous abonniez, que vous partagiez à vos copains, voilà, 13istes, 15istes, les deux, voilà, comme nous, même si chacun a son parcours. Non, moi, le rugby, non, on n'en parlera pas. C'est vraiment supporter. Mais voilà, c'est très important vraiment de suivre vraiment cette émission et bah, de le partager au plus grand nombre. Voilà, c'est le but. On va revenir brièvement du coup sur la saison passée. Je vais commencer bah, forcément plutôt avec Thomas, hein, Thomas Bosque, puisque bah, la saison du coup des Dragons s'est terminée il y a quelques mois. Donc on finit, c'est vrai, à la 9e place. Voilà, bon, une saison où on a été un petit peu déçus. Après, bah, c'est comme ça, on le voit bah, tous les ans, hein. Ça se passe réellement jamais comme on voudrait. Et c'est vrai que euh, il y a toujours des années comme ça dans l'histoire, que ce soit les Dragons ou l'USAP, voilà, ça se passe jamais comme on voudrait. Mais qu'est-ce que tu penses du coup bah, du coup retrouver tes anciens coéquipiers là, à savoir donc bah, Joel Tompkins, Mackie Leroux et Mitchell Pearce qui viennent du coup prendre la suite vraiment de Steve McNamara et voilà, est-ce que tu es confiant pour l'avenir? Voilà, juste je voulais avoir ton avis là-dessus. Par rapport à, déjà, premièrement, par rapport à la saison passée, c'est vrai qu'il y a eu une saison qui a été plutôt longue, malheureusement, où il y a eu un début de saison qui n'a pas été très bon. Et après, voilà, il y a eu l'éviction aussi de Steve McNamara en cours de saison. Et c'est toujours délicat d'avoir l'entraîneur en chef qui n'est plus là, qui se fait virer. Donc c'est Joel Tompkins qui était l'entraîneur assistant à la base qui a pris ce relais-là, qui a été entraîneur en chef. Donc c'était une première expérience aussi déjà pour lui en tant qu'entraîneur assistant. Et c'est vrai que c'est allé très vite pour lui d'être là entraîneur en chef. Ce que je sais, ce que j'ai vu, moi j'avais un œil un petit peu extérieur parce que je faisais plus partie du staff en tant qu'entraîneur assistant. Donc j'avais un œil extérieur et ce que j'ai vu, c'est qu'il a voulu changer les choses. Il a voulu mettre beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, être honnête avec les gens. Ceux qui n'adhéraient pas, il les mettrait de côté. Euh, et il y a eu des résultats un petit peu en dents de scie. Il y a eu des bonnes performances après des moins bonnes. Ça fait partie des saisons où peut-être, alors pas oublier, parce qu'on ne peut pas oublier des saisons comme ça, mais il faut apprendre de ces saisons-là, pardon, pour avancer aussi. Donc là, le club a décidé de faire un gros coup de ménage. Je crois qu'il y a 13 ou 14 joueurs qui sont partis et il y a 12 joueurs qui sont arrivés, donc vraiment un nouvel effectif, un nouvel élan aussi, parce que le club a décidé aussi de partir sur des jeunes joueurs. Ne plus parler vraiment d'expérience ou de nom ou quoi, c'est vraiment des joueurs qui ont tout approuvé, des joueurs entre 22 et 26 ans, des joueurs qui sont là voilà, pour se montrer, pas forcément
pour venir ici et, avec déjà un CV qui est déjà très long, venir faire le boulot ici, mais sans peut-être avoir ce petit plus un Australien peut-être qui a envie de retourner à NRL, qui n'est pas loin, mais qui a besoin de jouer, d'avoir du temps de jeu. Et ce que je sais, c'est que quasiment à chaque fois que l'on a fait ça avec des joueurs étrangers, un petit peu, où on ne s'attendait pas vraiment à ce que ce soit le top, ben, finalement ça a été tout le contraire. C'est des joueurs qui sont arrivés, qui avaient les crocs, et qui voulaient prouver, et qui ont montré. Et ben, après c'est toujours dur de les conserver parce qu'ils font l'affaire. Et donc le club est parti dans cette voie-là, faire confiance aux jeunes, qu'il n'y ait pas de titulaire attitré pour la saison à venir en 2026. Et tout le monde aura sa chance, tout le monde va essayer d'être titulaire ou de faire partie des 17 joueurs sur la feuille de match. Et ça, c'est voilà, Joel Tomkins, comme tu le disais, accompagné de Mitchell Pearce et Mickey McIlroy, qui connaissent la maison un petit peu, qui ont été joueurs, qui ont fait de belles saisons ici. Pareil pour eux, ça va être une nouvelle expérience, un petit peu comme Joel Tomkins. Mais après, quand on connaît le talent de ces joueurs sur le terrain, qui ont quand même une expérience du plus haut niveau, un charisme, donc avec des joueurs. Après, le plus dur, ça va être pour eux de passer. Je l'ai connu en tant que joueur-entraîneur. J'ai fini en 2017, en 2018 j'ai entraîné. C'est de trouver la position idéale, le curseur entre tu es mon pote, j'ai joué avec toi, et trouver le truc où là maintenant je suis ton entraîneur. Alors tant qu'on est entraîneur assistant, c'est pas non plus c'est pas toi qui prends les décisions, mais c'est vrai que voilà, il faut trouver la juste position. Et moi c'est vrai que j'avais eu un petit peu de mal au début parce que je restais encore quasiment collègue. Et en fait non, il faut arriver à créer ça, et tout en étant proche aussi des joueurs, parce que l'entraîneur assistant aussi c'est son rôle, d'être proche, d'accompagner ce joueur, de l'aider quand ça va des fois mal, mais quand ça va bien, de continuer, qu'il reste avec cette confiance-là. Donc pour eux, enfin pour moi personnellement, je pense que c'est un bon mix entre voilà, on veut de la nouveauté et il va y en avoir. Ok, oui, et puis je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, je me souviens plus, mais là aujourd'hui, du coup, tu t'occupes, pardon, de la réserve, c'est ça, si je dis pas de Ouais, je suis bêtises? responsable de la formation, manager aussi de Voilà, l'équipe ça j'ai entendu. réserve. Donc je touche un petit peu, ouais, voilà. Je fais le lien forcément Dragon Catalan avec l'équipe réserve, avec les moins de 19 ans aussi, de Saint-Estèphe 13 Catalan. Donc j'ai toujours ça, et un rôle nouveau pour moi dans le club. Enfin nouveau plus maintenant parce que ça fait quand même un an que je le fais. Voilà, essayer de garder ce lien aussi avec les écoles de rugby, avec les jeunes, et pour essayer voilà, de faire des Dragons un club vraiment formateur pour le futur. C'est ça, donc je reparlais de ça aussi volontairement. C'est vrai qu'on vient chercher, tu le disais là, on part sur 2026, nouvelle saison, avec pour le coup les 20 ans du club. Donc on parlera de l'actualité également, hein, bien sûr, voilà, dans quelques mois déjà, avec la campagne d'abonnement qui a commencé il y a quelques jours. Les super beaux maillots d'ailleurs, super clip, très bien réalisé. Est-ce que tu penses que c'est toujours dans l'idée du club, quand même, vu qu'on souhaite avoir un vivier de plus en plus important de jeunes joueurs, donc vraiment l'idée de la réserve, c'est les Dragons de demain. Est-ce que tu penses que le fait de faire venir autant, par rapport à l'autre politique, de faire venir de nouveaux joueurs australiens, assez jeunes du coup, donc les faire venir de l'autre bout du monde, du coup, comme ça, il y aura toujours une place quand même pour du coup nos nouveaux joueurs qui sont issus du centre de formation? Oui, il y aura toujours une place, et comme je l'ai dit, c'est pas des jeunes joueurs de 24 ans qui sont titulaires en NRL. Euh, c'est plus des joueurs qui ont besoin de faire leur marque aussi. Et c'est des jeunes joueurs français aussi qui veulent se montrer, qui veulent dire moi je suis français, je veux y arriver. Donc je pense que là, aujourd'hui,
tout le monde est à la même échelle. Donc, pour les jeunes joueurs français, ça ne me fait pas peur et j'ai pas peur pour eux. Bien au contraire. Je pense que là, ils ont une opportunité, tous ces jeunes joueurs, de montrer, de prouver qu'ils sont au niveau de ces joueurs étrangers. Des joueurs étrangers, il y en aura toujours, on en a toujours besoin. Je le vois aussi quand je regarde enfin, les matchs de l'équipe réserve, dès qu'il y a un étranger qui joue à Albi, à Lézignan ou quoi, c'est toujours des joueurs qui sont un cran au-dessus. On dit, ouais, ils n'ont pas encore leurs étrangers, donc ouais, dès qu'ils vont arriver les étrangers, ce sera une autre équipe. Donc c'est vrai qu'on compte aussi sur ces joueurs-là, mais nos joueurs français et cette jeune génération française, voilà, j'ai un œil un petit peu plus avisé maintenant aussi. Je regarde beaucoup plus les matchs des catégories jeunes et je sais, je vois qu'il y a de la qualité. Donc à l'avenir, je pense que le club doit se tourner vers la formation, vers là pour avoir des jeunes joueurs français qui arrivent au plus haut niveau en Super League. Oui, de toute façon, moi, bon, personnellement, ça engage que moi, mais je suis assez d'accord avec toi. De toute façon, ça fait partie du rugby moderne. Qu'on aille du coup à Perpignan, à Auch, ou maintenant, voilà, on a toujours des joueurs qui viennent de différents endroits, hein, donc moi, ça me choque pas spécialement. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on entend. Voilà, c'est bien de repartir sur de la jeunesse, du dynamisme, pour avoir un style de jeu vraiment différent de ce qu'on a connu ces dernières années. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup ça, cette critique de dire bon, ben maintenant, on prend des jeunes, mais il y en a aucun qui est d'ici ou de France, parce qu'on le sait quand même que on a quelques Catalans, mais globalement nos joueurs trésistes français viennent du Vaucluse, voilà, de Oui, bien l'Aude. sûr. Oui, idéalement, bien sûr que moi je suis catalan, je suis né à Perpignan, j'aimerais qu'il y ait 20 gamins qui soient là C'est ça, ouais. Faut les trouver. de Perpignan, mais après on est l'équipe. Bon, maintenant il y a Toulouse qui va faire partie aussi de la Super League, mais c'est vrai que on va chercher les meilleurs joueurs français aussi. Bien sûr que j'ai envie de former des jeunes catalans qui arrivent à jouer un jour au Dragon, mais après, s'il y a un top joueur qui est sur Avignon, peut-être que je vais dire oui, je vais aller chercher ce joueur-là parce qu'il voilà, il a le niveau, c'est un joueur français, il a le niveau de jouer avec les Dragons et il a le niveau d'être un très bon joueur de Super League. Donc, il faut pas. Ouais. Bien sûr qu'il Dragon catalan, j'ai envie d'avoir ça, mais après, on fait partie de l'élite française. Donc, il faut récupérer les meilleurs joueurs français aussi. Mm. Ah oui, c'est sûr. D'autant plus si on veut que vraiment les Dragons catalans et le rugby à 13 français continuent de compter dans cette discipline, pardon, en France et à l'étranger, quoi. Ouais, je suis d'accord. Christophe, du coup, je vais te demander ton avis du coup sur l'USAP. Bon, l'année dernière, on finit du coup 13e, on fait l'Access Match, on en sort victorieux, la troisième fois consécutive. Bon, on arrive à se maintenir à la fin, 13-11 du coup à Grenoble. Là, on a du coup, on est, on est au début de saison, on est à la dernière place, hein, on est 14e. Il y a eu un changement également là, du coup de staff avec du coup l'arrivée de Laurent Labitte, Joe Worsley et Monsieur Nadeau également, qu'on a croisé, bon, ça peut faire sourire certains, qu'on a croisé du coup pour la Sex Match, hein, puisque lui il était dans le camp d'en face, hein, à Grenoble depuis des années. Comment tu vois du coup cette fin de saison et du coup la saison qui arrive, voilà, est-ce que tu as confiance à ce nouveau staff? J'imagine que tu connais assez bien du coup les nouveaux membres qui viennent d'arriver. Bon, bien sûr, on pourra pas juger tout de suite, hein. Les gens s'attendent immédiatement à des résultats, enfin sur un match. Je veux dire, bon, il faut être un peu sensé. Mais comment tu vois l'avenir à l'USAP? Mais si on le prend comme ça, compliqué. On le prend compliqué. Il y a un recrutement qui avait été fait un petit peu ambitieux quand même au niveau de l'échelle de l'USAP. Et je parle par rapport aux joueurs qui sont pris par-ci par-là, Montferrand, un petit peu les Diaby, tout ça. Ça paraissait intéressant sur le papier, un complément de ce qu'il y avait dans l'effectif comme ça. Et tu t'aperçois qu'à ce jour, entre les blessures et tout ça, ça n'a rien apporté. Donc le championnat est compliqué. Tu finis 13e, ça fait 2 ans de suite. Aujourd'hui, tu es dernier. Et il y a eu une éviction des entraîneurs, mais
À ce jour, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Et à ce jour, moi, franchement, je ne vois pas, on aurait pu y mettre, on aurait pu partir tous les quatre entraînés. Je pense qu'on sera au même résultat parce que si aujourd'hui les joueurs ne se bougent pas un petit peu le popotin, on pourra y mettre qui on voudra. Donc c'est compliqué. Alors, on va sortir peut-être d'un discours qu'ils avaient l'habitude depuis quelques années, sachant que Franck, quand même, Azema n'était pas là depuis longtemps non plus. Ça faisait sa deuxième année, je crois. David, un peu plus. Il a morflé pour tout le monde parce que ceci, parce que c'est l'attaque, parce que c'est la défense, mais la touche, le combat, la défense marquée, la discipline, c'est pas les entraîneurs. Donc c'est les premiers à sauter parce que c'est plus facile de virer deux entraîneurs que de virer 27 joueurs. À partir de là, moi je le vois compliqué parce que quand on le regarde et quand on connaît pardon, un petit peu l'équipe, pour moi il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme. Donc à partir de là, c'est compliqué d'avoir des résultats, surtout quand tu es dernier comme ça, et de vouloir rebondir. Donc je vous le dis, on peut l'entraîner tous les quatre. Je pense qu'on ne sera pas loin d'avoir les mêmes résultats, à moins qu'il y ait une rébellion depuis peu, là, depuis que les nouveaux coachs sont arrivés, et qu'ils prennent vraiment la chose en main. Mais t'attends pas de virer deux entraîneurs pour reprendre la partie rugbyistique. Hein. Donc qu'est-ce que ça va donner? Le principal, c'est qu'ils s'en sortent, mais déjà, il faut remonter, il faut récupérer les points sur Montauban, chose qui ne sera pas facile. Et après, derrière, tu vas jouer la 13e place sûre, puisque il y a un écart tellement maintenant entre le 12e et le 13e que pour les remonter, ça sera quasiment mort. Donc déjà, c'est combler cet écart avec Montauban, leur passer devant, et attention, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que ce qui fait plaisir, bon là, voilà, il faut vraiment juger, pour moi, il faut voir déjà la fin d'année là pour vraiment juger le nouveau staff et puis, surtout comme tu disais, voir au sein du groupe s'il y a le déclic. Ça vient de là, parce que bon les entraîneurs sont pas sur le terrain. Mais déjà moi ce que j'ai apprécié, c'est que du discours pour l'instant, mais c'est quand même important, de savoir où on va et vraiment d'avoir, cette identité catalane, ces valeurs de combat déjà dans le discours de Laurent du coup Labitte, et on le voit notamment là dans les actes pour le coup avec du coup le fait qu'on ait retenu Victor Mongaillard également, qu'on allait laisser partir à Vannes. Bon, c'est vrai que dans le discours de combativité, voilà, de respect du maillot et d'essayer de garder un peu ses poulains, ses pépites, parce que pour moi, ça va être un joueur en devenir, même si, bon, à ce poste, il y a bien sûr de la concurrence hein, avec Ruiz, mais même, voilà. L'Autrian, Mathis qui fait un début de saison magnifique. Je trouve que déjà c'est fort. Ben, c'est fort déjà par rapport aux joueurs, qui avaient. Alors c'est vrai, c'est compliqué de dire à chaque fois les Catalans parce que, comme le disait Thomas aussi, tu as, quand même un championnat qui est très dur, que ce soit à 13 ou à 15 comme ça, il te faut des résultats de suite. Dans la formation, quand tu as beaucoup de jeunes comme ça qui ont un petit peu le niveau au-dessus des espoirs, mais qui sont quand même tendres, c'est un championnat quand même à 13 ou à 15 où c'est que ça pique tous les week-ends. Et c'est que ces jeunes-là, tu ne peux pas les lâcher comme ça de la pampa. Donc s'ils ne sont pas bien encadrés ou s'ils n'ont pas vraiment ce potentiel fort pour pouvoir s'exprimer là, tu as des illusions tous les week-ends. Et à ce jour-là, à l'USAP, en priorité, on n'a pas ces jeunes-là qui font le maximum à leur niveau, mais ils ne sont pas aidés justement par ces personnes qui pourraient les aider à franchir le pas. Donc on se retrouve avec des jeunes en difficulté, des jeunes qui s'usent très rapidement et qui derrière après perdent la confiance parce que comme ils n'ont pas un CV un petit peu comme les étrangers ou ceux qui sont un petit peu au-dessus de ça, donc c'est eux qui morflent. Donc ils se découragent, tu les envoies par-ci, par-là, et on devient presque comme le foot. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu ne fais pas l'affaire, tu peux te retrouver dans un mois à Vannes, tu peux te retrouver dans un mois à Angoulême, tu peux te retrouver un petit peu C'est partout. ça, exactement. C'est Oui. ce qui est dommage parce que la formation est liée, le joueur est lié, mais la dureté du championnat, les exigences du championnat, et en plus, quand tu n'as pas de résultats comme ça, c'est compliqué à notre niveau. Ouais, bah oui, tout à fait. Bah, de toute façon, Ouais, c'est ce qu'on c'est retrouve. compliqué, mais après, C'est le rugby. pour rebondir un peu sur ça, dans le rugby à 13 aussi, oui, c'est pareil. Mais en fait, quand on parle de jeunes joueurs aussi, et là où la difficulté, je pense qu'elle est la plus haute, c'est en fait de répéter les matchs tous les week-ends à ce niveau-là. Que ce soit le top 14 ou la Super League, c'est le plus haut niveau
enfin, européen, dans le rugby à 15 ou le rugby à 13. Et en fait, c'est d'arriver à répéter des performances et d'être performant tout le temps, d'être régulier. Et c'est là aussi la difficulté. Et je suis d'accord, si tu n'es pas bien encadré, si tu n'es pas bien accompagné, pour un jeune de 20 ans, c'est pas lui qui va tenir la baraque, c'est pas lui qui va passer devant, c'est pas à lui de passer devant non plus pour maintenir l'équipe. Donc oui, je reviens complètement sur le Non, mais point c'est de parfait, parce Christophe. que la transition est rêvée. En plus, on le voit avec une équipe, par exemple, dans l'exemple en France, nous, c'est Toulouse. Oui, Toulouse, pourquoi ça marche aussi? Parce avec un qu'ils sont pas vivier. plus, on n'a pas un écart avec Toulouse au niveau formation, au niveau intensité, je pense qu'à ce niveau-là, ils ont quasiment tous les mêmes objectifs, les mêmes préparations. Après, tu as le talent des joueurs qui font que. Mais comme Toulouse, chaque année, ils sont quasiment toujours en haut du classement comme ça, c'est quand même plus facile de lancer des jeunes quand tu es en haut du classement, parce que derrière, tu as moins de pertes au niveau de points, au niveau de matchs, tout ça, que quand tu es 13e ou 14e, que les matchs enchaînent, que tu es obligé de faire jouer les jeunes et qu'il te faut des résultats et que derrière ça ne marche pas, c'est le gouffre. Oui, bah oui, c'est Donc compliqué. quand tu es en haut comme ça, lancer des jeunes, c'est très bien, et tant mieux, parce qu'on le voit, Toulouse, à ce moment, ils peuvent te mettre n'importe qui, même peut-être le chauffeur de bus, le collectif, il marcherait. Sauf que toi, aujourd'hui, si tu fais ça aussi à Perpignan, eh bien, c'est très compliqué parce que tu n'as pas, tu n'as pas tout simplement le niveau pour exister à ce championnat. Ouais, tu joues ta C'est une survie. histoire de confiance aussi. De confiance, ouais. C'est De la confiance, confiance, de... Ouais, la confiance, oui. Puis bon, tu joues ta survie tous les week-ends. Bon, là, Les on va week-ends, pouvoir tous les voir les week-ends, jeunes. J'espère, je pense quand même, c'est pour la Challenge Cup là, qui va arriver en cette fin d'année. Enfin, ça me semble quand même Le Challenge important. Cup, déjà, c'est pas facile parce que quand tu prends des Écossais, quand tu prends des Anglais, quand tu prends. C'est difficile aussi. Alors, C'est pas un cadeau. est-ce que. Ouais, Maintenant, alors il te maintenant, faut. avec les Sudaf. Le problème, c'est que tu peux pas laisser non plus tes joueurs cadres au repos pendant toute la partie Coupe d'Europe parce que derrière, quand tu vas reprendre le championnat, tu es obligé d'enchaîner les matchs. Tu as le problème des blessures, tu as le problème des jeunes, c'est que oui, tu vas les lancer pour qu'ils récupèrent un petit peu comment ça s'appelle, de rythme, un petit peu de s'intensifier de ce championnat. Compliqué parce que tu ne peux pas les laisser à la pampa comme ça, parce que derrière, il te faut des résultats. Et quand tu récupères le championnat après, sachant que tu es mal classé, donc c'est encore un doublon compliqué à gérer. Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Euh, mais c'est vrai qu'on l'entend souvent, ça. Bon, on le joue pas du tout, etc. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'éléments à prendre en compte. Et c'est vrai que c'est facile derrière sa télé ou dans la tribune, bien assis, de dire mais moi je ferai ci, je ferai ça. Mais bon, ça fait partie du jeu. Vous l'aviez connu, c'est toujours d'actualité. Mais bon, en effet, c'est bien plus complexe que ça. On peut pas laisser non plus les cadres au repos X temps. Enfin, voilà. Du coup, la transition est parfaite, hein. Thomas, il avait très bien commencé. On va parler du coup, on parlait du rugby moderne, le rugby d'aujourd'hui, voilà. En termes de gestion de performance, tout ce qui va être préparation physique. Aujourd'hui, c'est quand même vraiment le dada à la data, hein, pour faire un petit jeu de mots. Qu'est-ce que je vais commencer par toi, Thomas. Du coup, bon, j'imagine toi, avant, c'était pas spécialement autant, non? Autant de data, autant Autant de. de data, non, pas du Franchement, tout. et par rapport à la gestion de la performance, Ouais, par rapport au c'était. mental, pardon, par rapport voilà, aux entraînements, qu'est-ce qui a changé de quand tu étais joueur à aujourd'hui? Moi, quand j'ai fini en 2017, ça commençait à arriver quand même. Il y avait les GPS, mais bon, les données n'étaient pas trop étudiées. Oui, maintenant, il y a des datas partout. Nombre de mètres parcourus, la vitesse où tu vas, si tu marches, si tu cours à 5 km/h, si tu cours à 10. La récup, l'oxygène et tout. Il y a tout qui est étudié maintenant. Donc après, bon, pareil, je regarde un petit peu ça de loin aujourd'hui. Mais je sais que ça fait partie du rugby moderne, du rugby. Et nous, quand tu étais fatigué, on s'en fout, vas-y, continue, c'est pas grave. Là maintenant, dès que tu as un joueur qui a couru un peu trop, ou qui est un peu fatigué, ou qui n'est pas dans la zone, hop, tu vas le mettre sur le côté. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, ils ont raison. Il faut faire attention à tout. Si on veut que le joueur ne se blesse le moins possible, alors oui, nous, alors on va parler à l'époque parce qu'on on est vieux mais pas trop. Attends, après, il y a, il y a Christophe. Fais attention à ce que tu Gentleman. dis, hein. Doucement. On est vieux alors, j'ai dit on est vieux, mais pas trop. Mais c'est vrai qu'avant on te disait ouais, vas-y, c'est pas grave,
Là, il y a aussi l'histoire des. Enfin, c'est pas une histoire, mais c'est les commotions. Et ils font bien. Parce que avant, il n'y avait pas tous ces tests, tout ça. C'était. Alors, pas mis sur le côté, mais on prenait un KO le week-end suivant, tu pouvais jouer. Et là, aujourd'hui, ben, maintenant, tu prends un KO, ben, tu as au moins, je crois que c'est 12 jours où tu es sur le bord pour que tu récupères. Et si tu en as deux ou trois, eh ben, tu vas avoir un spécialiste, ce qui est normal. Donc tout ça, que ce soit ben, pour les data GPS, pour les commotions, tout est étudié. Et aujourd'hui, on est dans un nouveau rugby aussi. Un nouveau rugby où place à la récupération à fond, direct. Dès que tu vas faire un match un petit peu trop élevé, ben, on va te dire demain tu t'entraînes pas ou tu vas faire ça. Tu es toujours bien aiguillé. Il y a des staffs qui sont de plus en plus gros. Donc c'est vrai que tout est mis en place pour que le joueur soit le plus performant possible tous les week-ends. Ok, mais est-ce que on en fait donc bien sûr il y a des points positifs, sinon on s'embêterait pas à faire autant, mais est-ce que parfois c'est pas trop? On va trop être là, bon allez, on va se regarder un peu l'écran, on va se boire un petit café là. Est-ce que des fois on en fait pas trop aujourd'hui quand même avec toute cette data? Tu- Bon, c'est ton avis personnel hein, que je demande, hein, Ah ouais, ouais, voilà. ouais, ouais, non, non, j'ai compris, j'ai bien compris la question. Mais ouais, des fois, je pense qu'on en fait trop. Ouais. Des fois, je pense qu'il faut aller aussi voir l'humain et essayer de dire, bon, ça va pas. Il y a des fois où le mec, il va être au-dessus, mais tu vas le voir, il va te dire, non, non, moi, je suis en forme, je me sens très, très bien. Et j'ai envie de m'entraîner, je veux y aller. Donc, ouais, moi, je pense que il faut un bon mix des deux. C'est compliqué de mettre les datas de côté et c'est compliqué aussi de mettre l'humain. Il y a vraiment ce partage. Si un joueur dit qu'il ne se sent pas bien, il faut aller discuter avec lui, voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi. Donc il y a tout ça ça c'est plus dans le management, on va dire, pour être bien. Et si on veut que le joueur soit, comme je l'ai dit, soit performant, c'est pour moi, il n'y a pas que les datas qui comptent. Ouais, bon, personnellement, je pense ça aussi, mais ce qui m'intéresse, c'est l'avis de Christophe. Bon, toi, du coup, tu avais arrêté à peu près 10 ans auparavant, bon, du coup, rugby à 15, du coup, qu'est-ce que tu en penses, toi, pour cette partie-là, du coup, du rugby moderne, tout ce qui va être, voilà, la data. Bon, c'est très bien sûr, pour les commotions. C'est vrai que, bon, je me rappelle encore voir avec mon père le top 16, etc., les entrées en mêlée. Bon, voilà, j'imagine que c'est quand même primordial d'avoir cette partie-là. Par contre, est-ce qu'on n'en fait pas trop également aujourd'hui? Est-ce que Ben nous, un petit peu de tout. Nous, on a connu juste le GPS, nous, juste pour entrer le samedi soir de troisième mi-temps. Et donc, on n'était pas encore à cette époque-là où c'est qu'on était, on était programmé pour jouer, parce que c'est quasiment de la programmation. Tu as des récup, tu as de performance. Et maintenant, ce qu'on recherche surtout, c'est la performance du joueur. Et donc, par rapport à ces instruments-là, ça te donne toutes les données possibles. Comme disait Thomas aussi, après, est-ce que c'est trop poussé ou pas? Parce que des fois, pour un rien comme ça, l'humain, effectivement, peut te mettre en dessous de tes performances, mais ça peut se enclencher très vite. Donc, c'est vrai qu'on y fait peut-être un peu trop attention. Et en plus, on joue maintenant avec des jeunes joueurs. Des jeunes joueurs qui sont prêts pour peut-être justement aller un peu plus loin dans les formes, comme ça, sans attendre toutes les performances-là. C'est vrai qu'il est faux pour situer les joueurs, pour sa récup, pour toutes ces données. Mais après, effectivement, peut-être qu'on en fait un peu trop avec ça aussi. ok, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, que vous admirez, je ne sais pas, sur les nouveaux joueurs aujourd'hui, du coup, puisque avec tous ces équipements, voilà, c'est vrai qu'on a de plus en plus de profils variés et bon, peut-être, bon, bien sûr, des rugby quand même différents de ce qu'on voit auparavant. Est-ce il y a quelque chose que vous admirez aujourd'hui chez les joueurs, par exemple, je ne sais pas, toi, Christophe, à Je pense 15 que tu prennes n'importe quel rugby, qu'il soit 13 ou 15, tu as des joueurs maintenant qui sont prêts pour jouer au rugby. Ils vont vite, c'est solide, ça a une préparation, ils ont une hygiène de vie. C'est des joueurs professionnels, des joueurs de professionnels qui sont prêts, voilà, à te donner le maximum sur le terrain. Alors après, suivant leur blessure ou suivant leur état de forme comme ça, effectivement, tu en as un petit peu moins comme ça,
ou leur performance, mais c'est des joueurs qui sont prêts maintenant, voilà, et on prépare des joueurs pour ce genre de rencontre, pour faire des gros matchs. Donc, tu as tout ce que tu as. Avant nous, un pilier, ils ne couraient pas. Maintenant, ils faisaient que la mêlée des rucks. Maintenant, ils n'ont pas de poste. Il n'y a pas de poste. Ils peuvent jouer partout, comme les secondes lignes, comme les troisième lignes, comme un centre. Aujourd'hui, tu te retrouves avec des trois quarts qui sont aussi solides que nos avants, à l'époque, et qui vont aussi vite et qui font surtout aussi mal dans les impacts physiques. Ouais. Et toi, du coup, Ouais, Thomas? moi, c'est pareil. C'est pareil, alors un peu plus d'un côté rugby à 13, on va dire, mais là, aujourd'hui, je vois vraiment des athlètes. Et quand on regarde, quand on s'intéresse un petit peu au rugby à 13 et la NRL, le championnat australien, on voit des joueurs, ça va très très vite. C'est athlétique, c'est grand. Il y a beaucoup de joueurs grands maintenant. Aujourd'hui, il y a très peu de joueurs petits, ou sinon il faut vraiment qu'ils soient exceptionnels. Ouais, voilà, c'est la taille, c'est des joueurs qui font 100 kilos, qui font, je pense, entre 11 et 12 secondes au 100 mètres tous. Un pilier dans le rugby à 13, c'est des mecs qui vont faire 1m95, 105, 110 kilos, et ça va aller toujours avec de l'explosivité. Et c'est ce qui est recherché aujourd'hui. C'est ce qui est recherché. Maintenant, ce qu'on veut, c'est des prototypes, des joueurs grands, musclés et qui vont vite. Donc là, et quand on regarde aussi le rugby à 15, on voit, enfin, j'ai regardé France-Fidji Oui, et samedi dernier, et c'est vrai qu'on voyait des joueurs français aussi. Je crois que c'est Boudéan qui se retrouve à jouer au centre alors que c'est plutôt un troisième ligne. Donc c'est vrai que ça, comparé à avant, je pense que des joueurs, peut-être comme tu dis Christophe, avant c'était des joueurs troisième ligne, tu jouais troisième ligne, tu pouvais pas jouer ailleurs. Là aujourd'hui ils sont obligés de s'affûter, les piliers sont obligés de s'affûter aussi. Il n'y a pas que dans le rugby à 15 et les mêlées, euh, je parle dans le rugby à 15, mais ce qu'on voit, c'est pas juste des mecs qui vont se mettre là en mêlée, pousser. Non, c'est des mecs, faut qu'ils courent, faut qu'ils plaquent, faut qu'ils se relèvent tout le temps. Et forcément, bien sûr qu'il faut qu'ils soient solides pour tenir les mêlées, mais après, il y a pas que ça. Ouais, il faut que ce soit dynamique. Donc Ouais, oui. tout le monde va dans ce sens, en fait, que ce soit dans le rugby à 15 ou le rugby à 13, on veut des athlètes. Ouais. Et malgré tout ce qu'on. Enfin, malgré. Tout ce qu'il y a au niveau data, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais aujourd'hui, même si on est un rugby qui est ultra moderne et de plus en plus, enfin, on trouve toujours plus de data, plus de modernité, toujours des choses à améliorer, je pense que c'est pas seulement ici, je pense que c'est un peu partout, on a quand même besoin de garder de la valeur de club. On parlait tout à l'heure du coup des joueurs qui venaient bon, des quatre coins du monde. Bon, ça fait quelques années aujourd'hui, mais je pense, vous me direz ce que vous en pensez également, hein, bien sûr, c'est le but. Votre avis est plus intéressant que le mien, mais on a quand même toujours besoin de transmettre les valeurs du club, quoi. Malgré tous les outils dont on dispose, ça reste quelque chose de hyper important. Donc ça, c'est quand même bien que voilà, les joueurs ne deviennent pas des robots et qu'on arrive à garder cette âme catalane, ces valeurs de combat avec vous incarniez très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à cela? Euh, Moi, du côté Dragon, je pense que c'est encore un club qui est jeune. Ça va faire la 20e saison, donc c'est vrai que euh, je pense que on n'a pas encore vraiment cet ADN. Bien sûr qu'on a l'ADN du catalan, on le voit, ça se ressent quand on vient à Brutus ou quoi, mais il y a encore, je pense qu'il y a encore ce petit manque d'âme et d'ADN vraiment où les valeurs de rugby, on les a tous quand on joue à ce sport. Ces valeurs, tu les as. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrive, nous, le club, à ce qu'on on arrive à mettre voilà, notre patte, notre truc sur ce club-là. Ok. Et toi, du coup, Christophe, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je serais le président, je serais ravi d'avoir 40 joueurs professionnels catalans. C'est-à-dire que ça s'arrête à Sals, que tu prends tous les alentours et c'est fini. Mais sauf que dans ce rugby actuel, c'est impossible. C'est impossible parce que malgré tout ce que tu peux faire dans la formation, que tu peux donner tout à ces jeunes aux entraînements, leur inculquer ces valeurs-là. Après, il y a la partie rugby. Et la partie rugby, c'est la partie la plus compliquée parce que on arrive à des niveaux maintenant où c'est que dans l'engagement et la performance, tu ne peux pas avoir que des Catalans.
C'est sûr que nous, en interne comme ça, tu vibrerais pour avoir que ces joueurs-là, mais c'est quasiment impossible. Mais par contre, à l'intérieur de ce groupe-là, à l'intérieur du club, c'est là qu'il faut quelques valeurs pour inculquer à ces gens-là, une personne qui vient d'Oyonnax, de Marseille, de n'importe où du coin de la France, ou un étranger, de lui faire comprendre les valeurs de la région, les valeurs du club. Et c'est ça qui après peut déteindre sur peut-être les futurs étrangers, sur les jeunes qui vont arriver, qui s'imprègnent de cette identité-là, et ça peut favoriser les choses pour aider le club à grandir et à rester surtout avec ces valeurs-là. Mais ça devient compliqué parce qu'on n'a pas, je le vois à 15, on n'a pas la formation et les effectifs pour faire 40 Catalans aujourd'hui qui peuvent te défendre les couleurs de l'USAP. Oui, bien sûr. Ouais, ça c'est quelque chose aussi avec le club je sais que Steve McNamara avait essayé de le mettre en place, un petit peu notre ADN, l'histoire du rugby à 13 français, l'histoire du rugby catalan, l'histoire voilà, comme je l'ai expliqué un petit peu au début, où il y avait l'UTC, après les Dragons. Mais c'est vrai que voilà, il faut qu'on arrive à faire encore un petit peu plus pour que ces joueurs qui viennent de l'étranger, ils se disent ouais, voilà, je viens chez les Dragons, c'est catalan, voilà, c'est cet esprit, cette ferveur, c'est ce qu'on connaît, ce qu'on connaît dans les deux rugby. Également, là, j'aimerais avoir votre avis. Bon, nous, c'est vrai qu'ici, il y a une particularité quand même que pas beaucoup ont, c'est que nous, on a vraiment une identité très forte, très marquée. Il y a très peu de voitures quand même, on ne voit pas de logo, enfin de stickers là, de l'USAP, des Dragons ou des Fanions. Donc ça, c'est vrai que ici, je pense que on a quand même le meilleur public au monde pour jouer. Ça, c'est du coup... quelqu'un, je pense, je te laisserai citer, tu as la ref de l'USAP qui disait ça, voilà, qu'ici c'est le plus beau endroit au monde pour jouer au rugby. Quand on gagne et quand on perd, bon, c'est un peu plus compliqué. Bon, malheureusement, ça peut arriver. Bon, là, voilà, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui également de l'évolution des médias et notamment des réseaux sociaux vis-à-vis des joueurs et des clubs? C'est vrai que on a vraiment cette passion en tribune et également sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'ils parfois peuvent être assez difficiles à gérer pour les clubs et puis pour les joueurs. On l'a vu notamment là avec la sortie Tristan Teder dans les médias qui ensuite ça a été relayé sur les réseaux sociaux. Tout le monde lui est un peu tombé dessus, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein, c'est juste pour parler de ce cas-là, mais voilà. Comment vous voyez aujourd'hui l'évolution de cette médiatisation et les réseaux sociaux, quoi? Je commence avec toi, oui, Ouais, Thomas. je commence. On finit par le meilleur, non? Non. Parce que c'est vrai que les Dragons, c'est un petit peu Après, moins, peut-être. ouais, c'est peut-être un petit peu moins, mais après, ça fait aussi partie du jeu. Maintenant, on sait qu'il y a les réseaux, que c'est facile de mettre un commentaire sur un réseau. Des fois, c'est même pas la personne qui parle, on n'en sait rien. Derrière un écran. On ne sait jamais, mais c'est vrai que, voilà, comme tu disais, après, on est ici dans une région où quand ça va bien, eh ben, tout va bien, tu es le roi, et quand ça va moins bien, et quand ça va pas, eh ben, c'est vrai que si on peut te tailler, on te taille. Après, c'est comme ça, comme j'ai dit, ça fait partie du jeu. Il faut faire attention à ça aussi. Je pense que quand tu es joueur, plus tu vas t'éloigner de ça, je pense que mieux ce sera. Parce que c'est. Ouais, il n'y a pas tout le temps des belles choses qui sont dites. Et c'est vrai que ça peut toucher un joueur, malheureusement. Mais après, bon, il faut se dire que c'est ton boulot, c'est à toi d'être performant sur le terrain. Et si toi tu es performant sur le terrain, après tu sais très bien que tu seras encensé et les commentaires seront positifs à ton égard. Donc je pense on a besoin des médias aussi. On a besoin de ces réseaux, c'est pour partager tout ce qui est vidéo, la vie d'un club. Je pense que c'est normal aujourd'hui d'avoir ça et on ne pourra jamais empêcher un supporter, parce que c'est des supporters aussi qui parlent et ils ont envie de dire ce qu'ils ont sur le cœur aussi, donc tu peux pas leur en empêcher et ils sont libres de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Après quand tu es joueur, tu le prends comme tu le prends. Il y en a qui vont dire je m'en fous. Et c'est pas grave. Et après, peut-être qu'il y en a qui vont dire ouais, non, c'est ça pesant, me touche, quoi. Ouais, ça peut être dur, ça peut être compliqué.
Qu'est-ce que tu en penses, toi, Christophe? Bon, c'est vrai que de toute façon, que ça soit sur les médias, enfin réseaux sociaux, Dragon, USAP, parfois on voit des commentaires, voilà, c'est sûr qui. Que ça pas, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. On l'a connu aussi, on l'a connu comme ça. Alors, c'était moins développé parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, mais je pense qu'on est à l'image comment ça s'appelle, de la vie actuelle, c'est-à-dire que tout le monde peut se permettre de tout. Donc, à partir de là, c'est compliqué de pas passer à travers ces choses-là. Hein. Donc, quand tout se passe bien, comme l'a dit Thomas, tout va bien. Et après, n'importe quelle personne aujourd'hui peut te flinguer une carrière. C'est-à-dire que par des réseaux sociaux, par des commentaires, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis même des agissements personnels, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, on a vu il n'y a pas longtemps à l'UCAP comme ça, des personnes qui vont t'agresser avec ta famille comme ça, parce que tu es la femme de l'entraîneur, parce que tu es sa fille. C'est un scandale, maintenant il faut faire la part des choses. Là, il y a le supporter, il y a la personne qui doit respecter quand même la personne et qui doit respecter le club. Tu peux te permettre de râler, tu peux te permettre de tout, mais après, il y a des cursus quand même que tu ne dois pas dépasser. Que tu sois supporter catalan ou pas catalan, à un moment donné, il y a des limites à mettre comme ça. La presse n'en a pas non plus, parce que la presse, quand ils veulent te flinguer aussi, il n'y a pas que le beau temps comme ça. Quand ils veulent cibler quelque chose, ils en profitent aussi. Là, c'est compliqué, c'est compliqué. Le joueur, de toute façon, il ne fait pas exprès d'être nul. Il s'entraîne tout le temps pour être bon. C'est vrai que, comme on l'a dit depuis un moment comme ça, il y a des passages où c'est que tu es moins bien. Mais il ne faut pas profiter de ça pour tirer à boulet sur la famille, avoir des commentaires scandaleux vis-à-vis de tout le monde, des types qui ne respectent plus rien en tribune, parce qu'il y en a la moitié qui ne respectent rien, mais ils n'ont jamais mis un maillot, jamais un truc, ils n'ont jamais été dirigeants, et ils se permettent par ce biais-là d'insulter, de ne pas respecter le club, parce qu'après, ça retombe quand même sur le club. Et oui, on l'a vu, nous, avec Perpignan contre le Racing. Oui. Donc c'est des comportements, mais c'est la vie de tous les jours maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de respect vis-à-vis de tout le monde. C'est la société actuelle. Ouais, je suis d'accord. Ouais, donc, mais bon, ça se relaie sur les réseaux. Alors, et le joueur, il le lit parce que tu te dis, je ne lis pas la presse, on te remet toujours quand même dans le bon sens en te disant, putain, t'as vu ce qu'il dit sur toi, et inconsciemment tu le lis. Alors il y a des personnes qui mentalement sont plus fortes parce qu'ils vont faire la part des choses, et des personnes comme le petit Eder aujourd'hui qui est revenu du Paris, où c'est que Teder à Paris aujourd'hui, tu peux le lâcher dans la rue, personne ne le reconnaîtra. Et ce gars, il vient manger aujourd'hui ici. D'ailleurs, un restaurant qui est très bon aujourd'hui ici aussi. Hein, il se fera insulter. Alors que, qu'est-ce qu'il a fait ce gosse? C'est vrai, il passe à travers quelques matchs. Oui, mais bon, comme il y en a qui passent à travers. Mais, je le répète, tu n'as pas le droit d'insulter sa famille, tu n'as pas le droit de t'en prendre parti comme ça. Il faut faire la part des choses. Et ça, c'est la responsabilité aussi du club d'agir sur ces personnes-là qui nuisent à l'image du club, de les mettre dehors. Ça, c'est personnel. Non, mais je suis entièrement d'accord. Je pense que ça se reflète dans la société actuelle. Voilà, c'est vraiment. C'est comme ça, hein, on ne peut pas y faire grand-chose, hein, mais c'est vrai que c'est. On peut faire quelque chose. On peut. Le tout, c'est que ça ne s'envenime pas, parce que sinon, après, c'est la fin de tout. C'est la fin de tout. Si le joueur ne peut pas rentrer chez lui, il va se faire agresser, il va te casser la voiture, il va se viter, t'insulter sa famille, t'insulter ses enfants. Non, ça va trop loin. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas toujours contrôler toutes ces personnes qui pas le contrôler, mais par contre, ça s'identifie assez vite parce que après, même masqué comme ça, quand même, tu arrives à reconnaître maintenant ces personnes-là. Et ces personnes-là, il faut les virer, Tes supporters, tu vas supporter n'importe qui, mais tu ne supportes plus un club où c'est que tu insultes tes joueurs parce que tu es là pour le supporter, tu es pas là pour t'insulter. Dans les bons, les mauvais. Dans le bon, voilà, dans le bon comme dans les mauvais moments. Exactement. D'ailleurs, je fais petite transition justement pour dire qu'on a la chance d'être accueillis dans ce lieu magnifique. Donc je voulais remercier Magali et Julien Hermida. On est au restaurant Le Cercle à Corneilla del Vercol. Voilà, donc merci encore une fois à eux et voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site du coup pour réserver et venir passer un moment fort agréable. Vous ne serez pas déçus, c'est certain. Monsieur Porcu vous le dit également, donc n'hésitez pas. Christophe, c'est bien. Allez Christophe, ouais, non mais c'est le respect, c'est voilà. On parlait de respect, non mais voilà, c'est dans mon éducation, c'est vrai que des fois j'ai un peu du mal même à tutoyer, etc. Mais je peux le faire si tu es d'accord. Bien sûr. J'ai cru comprendre que oui, donc je tutoie. Donc là, on va passer à l'autre point qui est hyper intéressant, je trouve, c'est comment nos deux disciplines, 13 et 15, s'inspirent. Donc c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu plutôt dans un sens quand même, il faut le reconnaître. Avec, donc à 15 notamment, on s'est beaucoup inspiré des 50-22, il y a tout ce qui est le renvoi d'en but, la rush défense également qui vient quand même notamment du rugby à 13. Enfin voilà, qu'est-ce que tu en penses? Tiens, je commence avec toi, Christophe. C'est vrai qu'on s'est pas mal inspiré, nous, 15istes, quand même, du rugby à 13 ces dernières années. On s'inspire que des 13istes en ce moment, c'est vrai. Les passages à vide, les trois quarts, de jouer dans le dos, les renvois, les coups de pied 50-22.
Voilà, donc on a copié sur les trésistes, mais c'est pas. Quand on dit copier sur les trésistes, c'est pas être méchant, un truc comme ça, mais on s'inspire aussi de bonnes choses. Il faut prendre dans toutes les disciplines où c'est que ça peut t'apporter rugbystiquement. Donc, au détriment, nous, au rugby à 15, on change souvent les règles quand même. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas rester un an comme ça sans donc, Bon, mais dans le après, rugby quand à c'est 13 aussi. Hein. Dans le rugby à 13 aussi, Ouais. ça change souvent. Oui, Mais, c'est vrai que tu euh, joues le Captain Challenge. mais après, il y a des choses qui sont bonnes, bonnes à prendre partout. Donc, et les treiziistes ne sont pas plus tocards que les quinzistes ou l'inverse. Je veux dire, les meilleures choses sont à prendre et pour faire évoluer justement ce sport-là. Donc, que ça continue surtout. Ouais. Oui, bah je trouve aussi. Bah justement, toi, Thomas, tu nous disais que toi aussi ça a changé. Alors, à 13, quand même, c'est plutôt inspiré du championnat de NRL C'est ça, finalement, les c'est ça. modifs, C'est ce que, plutôt qu'à 15 quand même. en fait, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est la NRL qui est à la base de toutes les règles du 40-20. Ils ont fait le 20-40 Voilà. aussi. Ça, tout à l'heure, j'ai hésité. Je sais que c'est 50-22 à 15. Donc et c'est que c'était- 50-22. Et 40, du coup, ouais. Donc c'est comme si aujourd'hui ils mettaient en place le 22-50. Si tu tapes dans tes 22 et que le ballon sort indirectement après la ligne des 50 mètres, tu pourrais récupérer le ballon. Ça, c'est des règles aussi qu'ils essaient de mettre en place dans le rugby à 13. Ce qu'ils veulent aussi, c'est que ça aille vite tout le temps. Maintenant, dès qu'il y a une mêlée, dès qu'il y a une faute, il y a 30 secondes pour faire la mêlée. Si tu n'es pas prêt dans les 30 secondes, c'est balle à l'adversaire. Il y a tout qui est fait en fait pour vraiment accélérer le jeu, qu'il y ait de la vitesse, qu'il y ait du temps de jeu effectif sur 80 minutes, que ça tourne entre 60 et 65 minutes de temps de jeu effectif. Ouais, là, Et, c'est vraiment dans l'ADN du rugby à 13, quoi. C'est vrai que nous, bon, ça va un peu mieux, je trouve, par rapport à quelques années, mais c'est vrai qu'on peut passer beaucoup de temps en mêlée ou autre d'ailleurs, enfin avec des arrêts de jeu, parce que bon, pour moi la mêlée, notamment bon, à 15 est ultra importante. Moi je vois pas un rugby à 15 sans mêlée personnellement, hein. Ça n'engage que moi. Ça fait partie, c'est une phase de jeu vraiment hyper importante, mais c'est vrai que c'est une bonne chose aussi de trouver quelques règles comme ça pour pouvoir dynamiser le jeu également à 15 et qu'il y ait du spectacle, quoi. Voilà. Non, mais je pense que c'est ce qui est recherché, c'est du spectacle. Hein. Du spectacle à partir de là, c'est-à-dire, c'est tout ce qu'on dit, c'est l'engagement, c'est les alentours du stade, c'est comment t'es bien au stade, la couleur des maillots, le physique des joueurs, c'est tout, c'est du spectacle. Maintenant, tu vas pas voir un match de rugby, tu vas voir un match de spectacle. Alors, des fois, c'est du spectacle un petit peu bizarre, hein, parce que... Au quand Racing, tu parles du Ouais, Racing Métro? non, il y a des matchs où c'est plus du spectacle, c'est un film d'horreur. Mais non, mais il faut. Mais non, mais moi j'ai rien à tout comme ça. On a rien à y gagner. Nous on parle de ce qu'on vit, ce qu'on a vécu et ce qui nous fait râler de voir. Donc voilà, c'est ça. C'est pas des émissions où c'est qu'on dit ouais, mais tu comprends, il faudrait que non, sinon on le ferait pas. Tu comprends? Mais on appréciera toujours le club, on appréciera toujours les joueurs, on appréciera toujours les personnes qui vont se donner pour faire avancer ces instances-là. À partir de là, voilà, il y a des paramètres que maintenant tu ne peux plus passer à travers. C'est la communication pour les joueurs. Nous, à notre époque, il n'y a jamais eu de communication. Tu faisais comme ça, tu racontais 3 saucisses. Non, maintenant c'est ciblé. Tu vas voir, tu as des préparations des joueurs qui font des formations pour mieux s'exprimer devant les caméras. Nous, jamais ça existait. Donc ça fait partie aussi du professionnalisme du joueur. C'est-à-dire que tu ne peux plus passer à travers tous ces trucs où c'est que tu racontes un petit peu tout et n'importe quoi. Voilà. D'ailleurs, désolé hein, pour les supporters du Racing, mais c'est vrai que c'est quand même autre chose quand tu joues à Aimé Girol, même aller à Ernest Vallon, peu importe le stade, tu vas à l'Arena. C'est vrai que, bon, après, c'est pour avoir un plus beau stade derrière, là, normalement, je crois, la saison prochaine. Enfin, peu importe, mais voilà, c'est pas contre vous, mais c'est vrai que pour nous, quand même, quand tu es vraiment dans le rugby de terroir en plus, avec une histoire, etc., enfin, très vieille, et puis bon, voilà, avec cette furia catalane qui nous caractérise tant, parce que c'est quand même un vieux club aussi, le Racing. Désolé les gars, mais c'est vrai que c'est bon, c'est différent, voilà. Non, mais Bon, on va pas en autre vouloir à chose. nos amis parisiens, mais Non, c'est c'est ça. pas les supporters qu'ils ont, c'est les spectateurs. Voilà, ils vont voir la discipline, ils vont voir ça parce qu'ils sont à côté de Jambouin ou ils sont à côté de l'Arena là-bas, ils vont voir du spectacle. Mais quand tu lâches les joueurs de Paris dans la rue, il n'y en a pas un qui sera reconnu parce que bon, déjà le monde qu'il y a, et c'est pas le truc. Ils vont voir du spectacle. Voilà. Nous ici, on a des supporters. C'est complètement différent entre le spectateur qu'ils ont à Paris et le supporter qu'on a ici. Donc c'est au détriment aussi du joueur qui, mentalement, quand il y a des moments faibles comme ça, qu'il n'a pas connu ça à Paris ou dans d'autres clubs où c'est qu'il y a moins de ferveur, ça peut le surprendre aussi. Et c'est ce qui se passe. Et voilà. Mais il vaut mieux quand même avoir ce qu'on a nous ici que certains supporters, spectateurs, pardon, de Paris.
J'ai rien contre Paris, mais quand même. On va s'excuser Mais quand une même. fois, Mais non, on s'excuse pas parce que c'est la vérité, c'est sûr. Non, Ouais. non. T'es sûr? Ah, mais c'est sûr, c'est certain. Aucune Non, on excuse. s'excuse pas, mais voilà. Faut pas Non, que ça non, soit non, mal non. pris, Mais mais c'est les pas gens de nous polémique, comprendront. mais Voilà, les gens nous voilà. comprendront, évidemment. Enfin, je veux dire, On défend une région et avec ce Voilà. qu'on a vécu là et ce qu'on côtoie ailleurs, je veux dire, il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient jouer à l'USAP, je dis, pour cet engouement-là, ou au Dragon, parce Bien que sûr. justement, il y a cette ferveur-là. Donc, Mais il la faut transition rester est comme ça. parfaite, justement, Christophe. Je voulais rebondir du coup avec Thomas, spectateur et supporter. C'est vrai que au Dragon, on le voit à Brutus, quand même, il y a de plus en plus. Alors de femmes aussi, je trouve. Il y a de plus en plus de jeunes, de femmes, mais c'est vrai qu'on est quand même sur un public globalement qui est plutôt spectateur, parce que c'est des gens qui aiment vraiment la technique vraiment du jeu, hein, vraiment. Ils sont limite, on va dans certaines tribunes, on aurait presque envie de croire que les personnes ils aient envie de noter à telle action, là il aurait dû faire ça. Enfin, c'est vrai que c'est pas la même ambiance Aimé Gérald que Gilbert Brutus, quoi. Je pense qu'il faut de tout dans un stade aussi. Et je pense qu'à Gilbert Brutus, il y a de tout. Et ce que je vois. Alors, moi, j'ai eu l'habitude d'être sur le terrain, donc je ne voyais pas trop ce qui se passait dans les tribunes. Mais c'est vrai que là, depuis l'année dernière, donc je vois un petit peu ce qui se passe autour. Et c'est vrai que je vois de plus en plus de jeunes, De famille aussi, c'est super. Ouais. de familles qui viennent là. Alors, c'est peut-être pas des vrais supporters ou quoi, mais ils ont envie d'être là pour voir un petit peu comme tu disais, Christophe, du spectacle aussi. Ils viennent voir du spectacle. Et après, il y a forcément des supporters, des spectateurs qui sont connaisseurs et qui vont arriver et ils vont dire, ouais, bon, voilà, comme tu dis aussi, ils vont arriver, ils vont noter, ils vont dire, ouais, là, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça de bien. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, à Gilbert Brutus, il y a un petit peu ce mix de supporters. Et on a ces Peña aussi qui sont à la tribune gauche, voilà, avec de la couleur et qui se bougent et qui font des animations à chaque match. Et voilà, il y a ce mix-là. Il y a les partenaires qui sont là toujours pour faire vivre le club aussi. Et voilà, ce mix fait que je pense que quand on vient à Brutus, on prend toujours du plaisir en dehors du terrain, dans les tribunes, et pour que les joueurs soient bons en suivant. Bon, en tout cas, bon, moi j'ai l'habitude de côtoyer les deux et c'est vrai qu'on s'y sent très bien également à Brutus. Et c'est vrai que c'est vraiment appréciable de voir quand même. J'ai l'impression moi qu'il y a de plus en plus de monde, oui, et comme je disais, de femmes, de familles, vraiment, voilà, passer un moment de convivialité, de famille voilà, c'est vrai que c'est hyper plaisant. Ce que j'aimerais également savoir de vous deux, c'est comment vous pensez que ça se passe aujourd'hui, les transferts. Je m'explique. Un trésiste qui va passer à 15 et vice-versa. C'est vrai qu'on l'a pas mal vu. Bah, d'ailleurs, toi-même, Christophe, si je dis pas de bêtises, tu as connu Pascal Baumati, je pense. Donc lui qui venait plutôt du rugby à 13. Comment c'était vu avant par rapport à aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? Thomas, toi, t'étais lancé. Non, tu vois. Comment c'est perçu? Est-ce que, bon, voilà, par exemple... Perçu, il n'y a pas de. Voilà, je pense que si un joueur rugby à 13 est performant et qui a des 15istes qui arrivent, qui t'approchent, je pense que c'est toujours. Quand tu es joueur, je pense que c'est toujours agréable de toute façon de connaître ça. Et ensuite, aujourd'hui, en termes de notoriété, le rugby à 15 est bien au-dessus du rugby à 13. Mais aussi, je pense qu'en termes financiers, les contrats ne sont pas les mêmes non plus, côté rugby à 15 ou à 13. Donc c'est vrai que s'il y a un club qui vient te voir et qui te propose beaucoup plus d'argent ou quoi, peut-être que tu vas réfléchir et tu vas te dire oui, peut-être que je vais y aller. Mais ensuite, s'ils viennent te chercher, c'est que tu as de la qualité aussi. Oui, bien sûr. Et que ce soit avant, tu as pris l'exemple de Pascal Baumati, qui était parti à Pau. Oui, si il mes me semble souvenirs bien, mais sont on en bons. parlera. Christophe, il doit s'en rappeler aussi. Ouais, je sais qu'il était parti à Pau avant de venir à l'USAP. C'était un très très bon joueur de rugby à 13. Il avait les qualités en fait pour jouer dans les deux rugby. Et là, c'est pas donné à tout le monde non plus. Un pilier de rugby à 13,
Si on le met pilier à 15, il va faire la première mêlée et il va arrêter sa carrière de rugbyman sur sa première mêlée. Donc ça aussi c'est quand même assez spécifique, mais il y a des postes vraiment qui sont, je pense, derrière, chez les trois quarts, arrière, ailier, centre, demi de mêlée, demi d'ouverture. Je pense que ça va dans les deux sens, vraiment. On le voit par exemple avec Léo derrière la tour, Oui. du coup, qui est arrivé du coup la saison passée, hein, si je dis pas de C'est bêtises. ça. Léo est arrivé de Carcassonne, je de crois. Carcassonne. Hein, il me semble bien. Lui, il est plutôt du côté d'Arcachon et il avait fait ses classes à Bordeaux et après ensuite à l'USAP et il avait été prêté, il était parti. Et l'année dernière, il est venu chez nous, il a voulu tenter l'aventure. Et en fait, c'est des joueurs comme ça qui sont capables de faire les deux à un très bon niveau. C'est un mec avec beaucoup d'énergie, comme je disais, Non, on l'a vu hein, sur le terrain, c'est vrai beaucoup que de c'est. vivacité. Ouais. Il apporte cette fougue aussi là parfois. C'est un poison, il ne veut pas se faire plaquer. C'est ça, donc, on sait pas comment le prendre. Enfin, on l'a vu qu'il déstabilisait, puis avec ses codes aussi, forcément. Hein. Et c'est pour ça qu'il a commencé avec l'équipe réserve et de suite il a tapé dans l'œil du staff pro et il a fini la saison avec les pros au Dragon et là aujourd'hui il fait partie à part entière avec le groupe pro. Non, c'est des exemples moi que Ouais, j'apprécie c'est ça, c'est un particulièrement. exemple. Après, à l'inverse, oui, il y a des trésistes, mais après comme je l'ai dit, ça dépend les positions et c'est là où ça va matcher ou pas. Et il y a des joueurs qui ont fait 13, 15 et où ça n'a pas réussi non plus. Ben, Ça on l'a réussit vu pas. avec Williamé, si je dis pas de bêtises, qui a fait un petit passage éclair à l'USAP Ouais, il y c'est a vrai, c'est 2 vrai. saisons, je crois à peu près. Ça a été éclair. Bon, Hein. voilà, oui, voilà, je pense à lui notamment. Mais bon, c'est un exemple. C'est vrai que bon, c'est quand même du rugby, mais bon, quand même deux disciplines différentes, quoi, quand même dans la façon de jouer, etc. Quoi, c'est certain. C'est la façon, comme je disais, je prenais l'exemple du pilier, mais après, Oui. ouais, c'est exactement ça. Ouais, mais à ce niveau-là, ça parle beaucoup. Mais, Là, je pense qu'un pilier de rugby à 15, oui. aujourd'hui, même s'ils sont un peu plus athlètes, mais je pense qu'ils ne tiendraient pas 5 minutes sur un terrain de rugby à 13 à faire les 10 mètres aller-retour. Ouais. C'est complètement différent. Ouais, complètement d'accord. Et du coup, toi, Christophe, qu'est-ce que tu en penses? Même question, voilà. Comment était vue la passerelle auparavant et voilà, qu'est-ce que tu. Non, mais comment comment tu penses que c'est il a résumé, c'est surtout sur la performance des joueurs. Et sur le 13 et sur le 15, tu t'aperçois qu'il n'y a qu'au niveau des trois quarts que tu pourrais faire presque le changement. Voilà, des 13istes qui viennent à 15 ou peut-être des 15istes qui viennent à 13, mais sur le 8 de devant, franchement, il n'y a personne qui est invité parce qu'il y a ce paramètre physique que tu n'as pas à 13, c'est de pousser les mêlées, la conquête, les ballons portés, tout ça. Et à 13, pardon, les replacements de monter, de descendre comme ça. Et nous, on a à 15, avec tout le respect qu'on va avoir, on a la paiement d'une poule à ce niveau. Donc, tu peux pas enchaîner, c'est vrai, ces mouvements-là, même en faisant le meilleur, un truc comme ça, il y a des paramètres que tu peux pas passer à côté. Et cet effort-là, tu pourras le faire sur 2-3 temps de jeu, mais après, tu vas vite exploser parce que tu n'es pas préparé à ça et tu n'as pas comment ça s'appelle, le gabarit et le physique pour être trésiste comme ça. Donc à partir de là, c'est compliqué. Je pense que les troisième lignes y arrivent. Peut-être troisième ligne, mais peut-être troisième ligne. Je pense que les troisième lignes peut-être un peu troisième ligne. Avec une petite préparation. Après, c'est la seconde ligne, pilier. Mais après, c'est aussi, sur le 5 de peut-être, ouais. Et encore, oui, ça dépend. Ça dépend qui. Ça dépend qui. Non, mais après, c'est compliqué parce que c'est deux sports complètement différents avec un engagement total aussi, et sauf que c'est des positions de poste et des attitudes que tu n'as pas, la conservation du ballon à 15 que tu n'as pas à 13, la vivacité que tu as à 13 mais que tu n'as pas sur certains postes à 15, et à partir de là, donc, c'est compliqué. C'est dur de mettre la tête dans un regroupement aussi. Oui, mais des regroupements, mais même la personne qui va percuter maintenant à 15, je veux dire, tu as la sécurité du ballon, tu as la personne qui vient arracher, la personne qui va te... Alors qu'à 13, c'est vrai que tu peux te dire, bon, il n'y a que le gain du ballon et d'avancer. Mais derrière, c'est de ne pas le perdre, c'est de ne pas se ruer, le quatrième qui vient te massacrer. Je te dis, c'est deux disciplines complètement différentes avec un physique que si tu n'es pas prêt à jouer le haut niveau, tu n'es pas invité tout simplement, mais comme toutes les disciplines. Ouais, mais c'est sûr, complètement d'accord. Merci beaucoup. Là, on va faire la dernière partie du coup qui va être question rapide. Voilà, ça va être assez rigolo. Ça, j'aime bien. Voilà, choisir. Il y a une question avec 2 choix possibles. Ça, c'est le genre de format en général qu'on apprécie bien. J'allais commencer par Christophe qui a hâte d'en découvrir. Aïe, aïe, aïe. Allez,
Toi, ça va être super facile. Ça va être touche ou mêlée? Mêlée. Mêlée, ok. Mêlée. Le moment fort de la saison dernière, si tu en retiens un. Le maintien en top 14. Ok, oui, je suis assez d'accord également. Le moment fort de ce début de saison? Le moment fort de ce début de saison. Euh, Bon, ça peut être la défaite encourageante à Pau. Hein, non, il n'y a pas de peut-être. défaite encourageante. On peut te raconter ce que tu veux. Quand tu perds, tu perds. Et tu as toujours un espoir de mieux faire. Mais bon, t'en prends 40 quand même. Donc l'espoir, le moment fort de la saison, il est à venir. Ok, très bonne réponse, super. Ah si, peut-être une dernière. Mais là, ça sera une question ouverte. Le joueur à suivre cette saison? Le joueur à suivre, c'est le collectif. Le collectif, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas dire un joueur, il va te sauver le collectif. Il peut t'amener sur un match quelque chose de plus. Mais aujourd'hui, le joueur numéro un, c'est le collectif qui te prendra, qui fera force et qui te sortira de la situation où se trouve le club actuellement, l'équipe. Ok. Et pour toi, le mot qui définit le plus l'USAP? La passion, la passion. La passion. Bon, on en aurait plein, mais il fallait en choisir un. Super, bah, merci beaucoup Christophe. Thomas, on passe à toi. Touche ou mêlée? Non. Exactement. Bah, tu m'as dit que t'avais dépanné, hein, mais bon, mêlée, bon, il n'y a pas vraiment. Bon. Non. Non, toi, ça va être passe décisive ou essai? Passe décisive. Passe décisive. Ensuite, ça va être le moment fort de l'année passée. Euh, Malheureusement, il n'y en a pas eu beaucoup de moments forts. C'est vrai que ça a été une année difficile, on en a parlé déjà. Euh, à défaut, mais c'est vrai qu'on reste victoire à Leeds ou cette fin de saison, on va dire, avec ces 3 matchs gagnés à l'extérieur, ça a quand même fait du bien à tout le monde. Ouais, ouais, je m'en souviens vraiment. On aurait commencé comme ça aurait été super, mais bon, voilà, c'est comme ça. On choisit pas, hein, je pense. Et c'est ça. Donc ensuite, toi, donc le joueur à suivre cette saison, enfin la saison qui va démarrer du coup début d'année. Le joueur à suivre, hein, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns. Après, moi je dirais Guillermo Aspero-Bichet, Ok. qui a fait ses débuts l'année dernière, qui a commencé à montrer le bout de son nez déjà avec les Dragons, un petit peu en Super League. On commence à parler un petit peu de lui. Et là, pour lui, ça va être, je pense, une année importante pour confirmer. Super. Et pour toi, donc le mot qui définit le mieux les Dragons catalans. Je ne vais pas dire pareil. Copieur. Finalement aussi ils prennent, hein. C'est ça. C'est le même rugby. C'est pareil, on va dire à la ferveur. La ferveur. Ok, super. Ben, merci à vous deux, hein, vraiment, c'était un plaisir là, de vous avoir en plus tous les deux ensemble. Franchement, c'était un honneur. Là, je suis un peu comme un petit gars. Bon, même si je reste un petit gars une fois debout, hein, de toute manière, ça ne changera pas grand-chose. Merci vraiment d'être venu. Merci à vous également d'avoir suivi donc, cette première émission du Catalan Rugby Club. Donc, vous l'avez compris, hein, le but, c'est vraiment de faire vivre le rugby catalan, vraiment de promouvoir nos deux rugby, et puis que ça soit bien sûr les Dragons catalans et l'USAP. Si vous souhaitez donc que ce contenu perdure dans le temps, vraiment n'hésitez pas à nous suivre, à commenter, liker, partager. Voilà, le but vraiment, c'est de suivre l'actualité de nos deux clubs, de vous proposer en fait un podcast, une émission hebdomadaire. Donc vraiment pour ça, c'est hyper important. Je compte sur vous vraiment pour promouvoir cette émission. Encore une fois, merci à Magali et Julien, Hermida, voilà, restaurant Le Cercle à Cornellà del Vercol, voilà, là où on se situe aujourd'hui, là où on tourne. Merci à vous tous, voilà, et au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. À très vite.